Essentiel. Le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Paul Raillard, président de la fédération Envie. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul, Envie, est-ce qu'on peut dire que c'est le champion de l'économie circulaire, sociale et solidaire depuis 1984 ? Ah, pourquoi pas le champion ? Je ne sais pas, c'est un des acteurs historiques. Non, c'est pas le champion, on ne cherche pas à être sur le sommet du podium, hein, mais c'est un acteur important et ambitieux. Voilà. Vous avez développé cette activité basée au départ sur le recyclage, mais avec une dynamique particulière, celle de l'insertion professionnelle, c'est ça ? Voilà, parce que si on est le champion de quelque chose, on est le champion aussi de l'économie circulaire, mais également de l'économie solidaire. Donc on a toujours axé justement cette activité d'économie circulaire avec un objet donc social qui était l'objet prioritaire, qui était celui de 1984, puisque il s'agissait de trouver une activité pour faire de l'insertion justement, donc pour permettre à des jeunes de quartier donc de Strasbourg de trouver un emploi, une qualification également au travers d'une activité qui leur rapportait donc aussi un salaire et que cette activité soit ensuite reconnue comme une activité fondamentalement environnementale ou à but environnemental, donc nous allait également très bien. Donc actuellement, on fusionne vraiment les deux. Il y a toujours cet objet social qui est essentiel pour nous, qui passe justement par permettre à des personnes de retrouver un emploi par un parcours donc d'insertion professionnelle, de retour à l'emploi. Et puis il y a cet objet donc aussi cet objectif d'économie circulaire, donc de remettre sur le marché des produits qui étaient destinés donc à être détruits. Donc par le recyclage, avec une valorisation plus ou moins importante. Il faut citer un chiffre, Jean-Paul. Chaque année, c'est 600 000 tonnes de matériaux qui sont jetés. Voilà, alors c'est un peu plus même de 600 000 tonnes de matériaux de déchets électriques et électroniques, au sens strict du terme. On parle de quoi ? De machines à laver, de lave-vaisselle ? Alors on parle de gros et de petits électroménagers, de produits bruns ou de produits blancs, c'est-à-dire ça peut être des téléviseurs, ça peut être tous les matériels qui ont une prise électrique. Sont considérés lorsqu'ils sont jetés comme des déchets électriques et électroniques. Et ça représente effectivement donc plus de 600 000 tonnes par an qui voyagent donc vers des centres de traitement pour être détruits, valorisés donc pour une part, mais pour être aussi donc pour une autre part donc enfouis également. Mais on essaye donc tous les centres de traitement essayent de les valoriser au maximum. 2020, une loi importante, la loi GEC. Vous pouvez nous expliquer ce qui est venu changer cette loi dans le paysage du recyclage et de la vente de matériel reconditionné ? Alors la loi GEC, donc c'est la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, donc elle explique le terme AGEC. Donc c'est un moment important parce que ça, lorsqu'on parlait tout à l'heure des 600 000 tonnes, l'objectif donc justement d'Envie, c'est d'essayer d'en détourner le maximum pour éviter le recyclage final. Donc nous, on fait donc justement ce qu'on appelle de façon générale du réemploi, ce qui s'appelle aussi du reconditionnement, c'est-à-dire de la remise en état, de telle façon que ces produits puissent être utilisés donc par des consommateurs. Donc ce qui a changé avec la loi AGEC, c'est remettre justement ce réemploi au premier plan justement de l'économie circulaire, faire en sorte que l'économie circulaire donc puisse justement donc générer ces produits donc qui sont remis sur le marché par différentes strates et en respectant donc une directive européenne qui oblige à une hiérarchie des modes de traitement, en estimant justement que le premier mode de traitement de ces déchets, c'est d'abord donc le réemploi et ce qu'on appelle la réutilisation ou le reconditionnement pour certains matériels, ou là encore la remise en l'état d'usage, c'est remettre sur le marché après réparation des produits ou rénovation, donc des produits justement qui sont issus de ces déchets. Et puis les autres modes, donc qui sont l'enfouissement qu'on avait dit, qui sont la valorisation matière. Donc la valorisation matière étant naturellement beaucoup plus vertueuse, si je puis dire, donc que l'enfouissement naturellement, qui est un des derniers stades, ou l'incinération. Donc le but justement de la loi AGEC, c'est de favoriser ces modes de réemploi beaucoup plus que le traitement final d'enfouissement et d'incinération. On va revenir sur ce marché aujourd'hui du réemploi, car désormais il attire beaucoup de nouveaux acteurs.
Mais avant cela, parlons de vous, Jean-Paul. En préparant cette émission, vous vous êtes décrit comme venant d'une génération dorée, les boomers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette génération ? Cette génération du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, est une génération effectivement dorée, puisque d'un côté, elle avait jusqu'aux années 70 et quelques, elle n'avait pas du tout de mal de trouver du boulot. Donc c'était déjà quelque chose de très important. Donc c'était avant notamment les crises qui ont amené justement un chômage de masse. Et puis d'autre part, cette génération a vécu sur une énergie à des prix très faibles. Et puis on ne se posait absolument pas la question de l'extraction de matières premières, on ne se posait pas la question du climat, etc. Alors je dis on ne se la posait pas, mais néanmoins c'est une génération de boomers dont certains pouvaient être un peu plus éclairés quand même que d'autres. Et on fête cette année les 50 ans du rapport Meadows, c'est-à-dire les premiers rapports justement qui a montré que la planète ou que le développement ou la croissance pouvaient avoir des limites. Et ce rapport Meadows a éclairé ou a commencé à éclairer, mais on l'a mis un peu sous le boisseau jusqu'à très récemment. Mais alors vous, personnellement, Jean-Paul, vous êtes professeur de gestion au départ. Vous avez travaillé dans le conseil, notamment chez Syndex, c'est ça ? Syndex conseille les comités d'entreprise, je crois. Et puis vous avez fait un crochet par les scopes. Qu'est-ce qui vous amène concrètement à cette fonction de président de la Fédération Envie ? Alors comme vous l'avez dit, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le professorat, un peu par hasard. Mais ça m'a beaucoup plu. J'avais choisi la gestion et l'économie parce que c'est des études que j'avais suivies, des études qui m'intéressaient. Ensuite, dans ces matières justement de gestion et économie, j'ai enseigné beaucoup l'histoire de la pensée économique. Et dans cette histoire de la pensée économique, il y avait beaucoup de justement ce qu'on appelle actuellement des penseurs hétérodoxes qui ne travaillaient pas sur l'économétrie ou sur des choses comme ça, mais qui introduisaient beaucoup un peu de sociologie, d'histoire économique dans leurs études économiques également, et qui pensaient l'économie un peu autrement. Donc ça m'a fait déjà beaucoup réfléchir aussi à ce monde fini également, toutes les limites de la croissance et la signification de la croissance. Je me souviens très bien d'un dessin humoristique, d'un livre d'ailleurs de Jacques Attali, dans lequel on voyait une foule avec des lunettes de soleil, d'une foule d'aveugles qui montait une pente avec marqué croissance, mais au bout de la croissance, il y avait un précipice aussi, mais ils ne le voyaient pas. Donc c'est à peu près cette génération-là. Donc je pense avoir perçu assez vite qu'il y avait des limites forcément à ça, donc il fallait s'interroger là-dessus. Après, je suis rentré chez Syndex. Syndex, c'est un cabinet d'expertise comptable, une société d'expertise comptable un peu particulière. D'abord, c'est une société qui avait été créée dans la foulée des années 68, avec beaucoup d'autogestion. C'était aussi une des idées qu'on développait, sur lesquelles j'étais assez attaché. C'est-à-dire quelle est la place en fait du salarié dans l'entreprise. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'un côté le caractère autogéré de ce cabinet, et puis de l'autre côté aussi le fait qu'il travaillait exclusivement pour les représentants du personnel. Donc je pensais qu'il y avait un équilibre à trouver justement dans le dialogue social entre les salariés et les employeurs pouvant recourir à des cabinets de conseil dans toutes les directions, les salariés n'ayant pas forcément non plus ce droit de tirage, si on peut l'appeler comme ça. Et c'était pour essayer d'objectiver justement les discussions qu'il pouvait y avoir. Et là, vous faites ce choix, en tout cas, Syndex fait le choix de devenir une SCOP ? Syndex fait le choix de devenir une SCOP. Syndex fait le choix également de développer des activités dans le développement durable, dans la RSE. Donc c'est des sujets aussi qui étaient très actuels que en tant que dirigeant de la SCOP, j'avais beaucoup appuyé. Et puis avec toute l'entreprise, on a décidé collectivement aussi de transformer cette entreprise en SCOP. Donc je suis rentré aussi dans le monde des SCOP et directement dans le monde de l'économie sociale et solidaire, puisque on estimait qu'on était très proche de ces valeurs, la non-lucrativité, il n'y avait aucun bénéfice qui était distribué personnellement, tout était accumulé dans l'entreprise, dans les fonds propres, ou redistribué sous forme d'intéressement. Et vous allez même du coup siéger à la plateforme RSE au titre de COP/FR. Voilà, donc je siège toujours actuellement à la plateforme RSE, au titre de COP/FR, avec la coopération agricole et puis avec les SCOP qui sont représentés également. Et vous rentrez dans le réseau Envie par le 44, c'est bien ça ? Et je rentre par le 44 parce que j'habite Nantes à l'époque. Et Envie 44, c'est un haut lieu, si je puis dire, du réemploi à Nantes.
Donc j'avais entendu dire qu'ils avaient besoin d'un président, je me suis présenté, j'étais pas le seul d'ailleurs, et puis phénomène de sélection si je puis dire, donc mais très intéressant, très bien mené, et puis ça s'est joué à pas grand-chose, donc avec quelqu'un qui souhaitait aussi cette place-là. Donc voilà, donc j'ai assumé cette fonction-là depuis donc 2015, la fin de l'année 2015, jusqu'au 31 décembre 2021, puisque maintenant Envie 44 a changé un peu de statut. Et donc désormais, président de la Fédération Envie, Jean-Paul, c'est une lourde tâche, puisqu'Envie, c'est plus de 2000 salariés en insertion dans 52 entreprises. C'est 100 000 appareils rénovés chaque année, et c'est aussi une volonté d'innover, de défricher de nouveaux terrains. Ça, c'est très intéressant, car l'ESS n'est pas figé, ça innove aussi, et vous en avez fait la preuve avec une nouvelle activité qui s'appelle Envie Autonomie. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, Envie Autonomie, on essaye d'appliquer le même principe donc d'économie circulaire que pour le gros électroménager ou le petit électroménager que l'on vend dans nos magasins. On s'est aperçu que pas mal de personnes, justement, avaient sur des aides, ce qu'on appelle les aides techniques, c'est-à-dire donc tout ce qui permet justement de surmonter des handicaps, pour les surmonter partiellement. Des handicaps, ça peut être des fauteuils roulants, ça peut être des lits médicalisés, ça peut être des lève-personnes, ça peut être une paire de cannes anglaises, tout simplement, des déambulateurs, etc., ou des sièges de bain. Tout ce matériel-là donc était systématiquement vendu neuf, et remboursé neuf également par les CPEM, et que derrière, il y avait de gros besoins aussi parce que certaines personnes soit avaient besoin d'un deuxième matériel qui, lui, n'était pas remboursé par la sécurité sociale, soit aussi avaient besoin également d'un matériel donc pour combler un handicap. Je me souviens très bien donc d'un jeune homme du sud de la France qui avait une maladie dégénérative, nerveuse dégénérative, et qui avait besoin de changer de fauteuil roulant donc régulièrement, d'avoir des fauteuils de plus en plus complexes si je puis dire. Et puis après il s'est trouvé donc face à un fossé puisqu'il y avait à peu près 10 000 € de reste à charge, donc il n'avait pas les moyens de payer ça. Or il y avait possibilité justement donc de rénover des fauteuils et de les remettre, c'est pas de les remettre, pas les remettre à l'état du neuf, c'est ce qu'on appelle les remettre en état d'usage avec des normes très précises. On est dans le domaine de la santé, on fait pas naturellement n'importe quoi, mais cette idée d'économie circulaire devait s'appuyer justement, ou pouvait se développer également dans dans cette activité. Alors Envie, c'est un triptyque, on l'aura compris. C'est la capacité à recycler des appareils et à les remettre dans le système. C'est aussi l'ambition de donner du travail et de former des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Et puis à la fin, c'est de rendre accessibles des équipements, si possible de qualité et garantis, pour des ménages qui n'en ont pas toujours les moyens, ou en tout cas qui n'ont pas les moyens d'acquérir du neuf et des équipements de bonne qualité. C'est l'ambition qui est la vôtre, c'est aussi la nôtre. Et ça, c'est notamment un partenariat que nous sommes en train de tester entre nous, les caisses d'épargne et Envie, via notamment notre microcrédit, que ce soit en Île-de-France ou dans la Drôme, me semble-t-il. Absolument. Vous avez régulièrement collaboré ensemble, Caisse d'épargne et Envie, et nous avons été financeurs de nombreux besoins d'investissement. Ils sont importants, je crois, pour les 5 années qui viennent, car vous avez l'objectif de doubler votre activité ? Oui, on a l'objectif de doubler cette activité. Je vous confirme effectivement donc le triptyque dont vous avez parlé, ces trois ambitions. On y ajoute justement une quatrième ambition qui est le développement local. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette activité se développe au plus près des consommateurs, pour une raison justement environnementale également, que la production que l'on fait, les rénovations que l'on fait puissent se faire donc très près donc des marchés. Donc ça, c'est un objectif, et puis en même temps dans un équilibre économique. Je crois que c'est important aussi de le dire pour les auditeurs, c'est-à-dire que nous sommes des entreprises d'insertion, il n'y a qu'une partie vraiment minime qui est composée donc justement d'aides que l'on peut solliciter, donc aussi notamment parce qu'on emploie des personnes en insertion, donc il y a une aide d'État là-dessus, et puis parce que justement on essaye de développer aussi des activités qui sont profitables aux collectivités, donc on peut solliciter les collectivités. Alors si je reviens sur la question donc de l'impact social également, effectivement on essaye de développer, donc de mettre d'abord des prix qui soient des prix accessibles donc à des personnes qui ont peu de revenus, d'entourer ça aussi un peu de services qu'on peut apporter, donc et le microcrédit donc est un service important, donc permettre justement à ces personnes de pouvoir acheter ces matériels, parce que même si on vend entre 50-60% moins cher que le prix du neuf, une machine à laver, ça peut valoir quand même 250 € chez nous. Donc on en trouve à moins également, des machines à laver, notamment ce qu'on appelle top, avec un chargement vertical. Et puis donc dans ça, donc on s'est toujours très attaché à ce modèle-là de devenir en priorité donc
au service justement des personnes qui ont des faibles revenus. Bien sûr, bien sûr. Alors ce modèle, il fonctionne et je pense qu'on peut conclure là-dessus. On peut aussi conclure sur un appel, Jean-Paul, comme on pourrait dire. On manque de réparateurs, c'est ça le sujet aujourd'hui ? Voilà, donc dans notre stratégie, donc jusqu'en 2026, on a un plan stratégique 2021-2026 qui consiste à au moins doubler donc, notre production. C'est un marché donc qui s'est développé. On peut parler de marché puisque la loi AGEC donc justement parle de marché donc actuellement. C'est un marché qui s'est beaucoup développé sur lequel nous on est attendu puisque naturellement nous sommes l'acteur historique sur ce marché-là, donc il faut absolument qu'on soit présent d'un côté, il faut absolument aussi qu'on reste le leader donc de ce marché, mais pour des raisons aussi qui nous tiennent à cœur, qui sont l'insertion. C'est-à-dire autant si on reste leader, ça veut dire c'est autant d'occasions en doublant notre production, donc de créer de l'emploi local, de créer de l'emploi d'insertion et de rendre ces services-là à la population. Donc dans ce domaine-là, on a absolument besoin effectivement donc de développer donc nos activités partout, de s'installer. Nous ne sommes pas dans tous les départements. Nous couvrons une 50aine de départements en France. Mon souhait, c'est justement qu'on soit présent donc partout où il y a des lieux de vie, mais même partout. On parlait de Dromardèche tout à l'heure. On s'installe justement donc au printemps à Montélimar avec une équipe motivée, dynamique, etc. Donc c'est pas une zone très très peuplée, mais c'est une zone sur laquelle justement on veut tester qu'il y a, c'est pas un test, on est sûr, qu'il y a une population qui a ces besoins-là également et qu'on peut couvrir ces besoins. Alors, comme vous le disiez, le sujet maintenant, c'est un sujet qui revient à la mode, aussi, tant mieux, parce que les consommateurs donc cherchent à réparer leurs produits par conviction aussi, et on veut que ce soit aussi par coût, si je peux dire par coût moindre, réparer leurs produits plutôt que de les mettre à la benne aussi ou les mettre sur le trottoir et d'en racheter un neuf. Donc là, il faut absolument donc justement qu'on développe ces métiers. Donc c'est très important pour nous. Ça va être un enjeu donc dans les 5 ans à venir. C'est comment on fait en sorte justement que ces compétences renaissent sur le marché. Et donc, on a un objectif ambitieux de formation et pour remettre à l'honneur des métiers qui, quelque part, ont disparu ? Absolument. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci infiniment. Eh bien, merci Cédric. Enchanté d'être avec vous ce matin. Si vous souhaitez en savoir plus sur Envie, rendez-vous sur le site internet www.envie.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien que les caisses d'épargne apportent aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.